Le soir du jeudi 31 janvier 1907, au commissariat du quartier de Saint-Ambroise, le couple, monsieur et madame Herbelding, viennent en compagnie d'un ami signaler la disparition de leur fille, Marthe, âgée de 11 ans. Les choses se sont passées d'une manière curieuse. L'ami qui vient avec eux déclarer la disparition de la fillette l'a emmenée dans l'après-midi dans un café-concert qui s'appelle Bataclan. Et alors que le spectacle avait commencé depuis un petit quart d'heure, la fillette a demandé à aller aux toilettes et elle a disparu. Alors l'ami a bien sûr cherché la fillette et puis est revenu chez lui, rue de Charonne, est reparti chez les parents Herbelding pour s'enquérir de savoir si la fillette était rentrée et toutes les recherches menées dans la soirée avec des amis, des voisins, chez tous les gens, les camarades d'école chez qui aurait pu aller la fillette ne donnent rien, d'où cette déclaration des parents affolés et de l'ami dans la soirée, donc vers 21h, 22h au commissariat. Les policiers, dès le départ, qui commencent l'enquête le vendredi matin, sont quand même un peu intrigués par le récit que leur fait l'ami des Herbelding, qui s'appelle Albert Soleillant, et qui a emmené la petite fille à Bataclan. En gros, voilà ce qu'il raconte. C'est ma femme qui devait emmener la petite Marthe. Je suis allé la chercher chez ses parents à midi. Et puis quand je suis rentré chez moi, rue de Charonne, mon épouse n'avait pas obtenu son après-midi et donc j'ai décidé de ne pas perdre le billet de faveur qu'on avait et de l'emmener à Bataclan. Néanmoins, il semble qu'il n'a pas vraiment cherché quand la petite fille a disparu, et puis finalement interrogé sur le déroulement du spectacle, les gens qui l'ont placé, qui l'ont accueilli, la couleur du billet qu'on lui a donné, on se rend compte qu'il y a énormément d'incohérences. Mais Albert Soleillant est un ami de très longue date des Herbelding. C'est quelqu'un qui a vu naître la petite Marthe. Tout le monde répond de lui, de sa gentillesse. Il n'est pas possible qu'on le soupçonne. Et donc les policiers, comme il convient à la disparition, suivent toutes les pistes. Alors les lettres anonymes abondent à la sûreté, les dénonciations, un homme au capuchon qui suivait les petites filles à la sortie de l'école, il y a des trafiquants d'enfants, il y a tout un tas de fantasmes, la traite des blanches, les gens imaginent que la petite fille a été vendue, etc. Il faut venger la petite Marthe, cette petite qui a été violentée, suivie, poignardée par cet ignoble individu, ce monstre salaud. Une petite est morte et le monstre court encore. La peine de mort ne suffit pas pour effacer cet acte ignoble et odieux. On sonde donc les différents endroits, on interroge les contrôleurs de tramway, on cherche partout, et plus on avance dans l'enquête, plus il est évident que l'assassin, s'il y a assassin, ne peut être que Soleillant. Confronté à un certain nombre de témoins qui mettent en cause son témoignage, notamment le personnel de Bataclan, une voisine qui l'a vu avec la petite fille à l'heure à laquelle il prétendait être au café-concert, finalement, Soleillant avoue le vendredi après-midi de la semaine suivante en disant tout ce que j'ai dit jusqu'à présent était faux, j'avoue, j'ai tué la petite Marthe, j'ai été affolé par son corps, je ne l'ai pas violée, je n'ai pas abusé d'elle, mais pour étouffer ses cris, je l'ai étranglée, c'est un accident. Et il dit avoir transporté le corps à la consigne voyageurs banlieue de la gare de l'Est, où effectivement le juge d'instruction et les policiers le retrouvent dans la soirée. Et là, devant le corps de l'enfant, Soleillant précise ses aveux en disant qu'il a violé la petite fille. On imagine la presse qui se déchaîne le samedi annonçant le monstre Soleillant, Soleillant avoue, j'ai tué Marthe Herbelding, et l'autopsie qui a lieu, il l'a violée. Elle porte effectivement des traces de strangulation, mais en réalité, il l'a poignardée en plein cœur. À partir de ce moment, la presse va se déchaîner, on va construire sur Soleillant une figure de monstre qu'en réalité, il n'est pas réellement, qu'il tient mal, et le rôle est trop grand pour lui, mais ça colle à merveille à cette psychose d'insécurité qui se développe à cette époque.
Devant cette église Saint-Ambroise, le 14 février 1907, il y a, selon les journaux, 50 à 100 000 personnes pour les enterrements de la petite Marthe. Du jamais vu. Plusieurs dizaines de milliers de ces personnes vont ensuite suivre le convoi jusqu'au cimetière de Pantin où elle est enterrée. Dans la foule, déjà des cris soleillant la guillotine. 10 chars couverts de bouquets et de couronnes que la population a offerts pour la petite fille. Tout ceci montre l'importance et la profondeur de l'émotion suscitée par le crime. La presse est en grande partie responsable, on l'a vu, et la presse qui depuis 15 jours n'a parlé que de la disparition de Marthe, ensuite de la découverte du crime, des aveux de Soleillant, eh bien va garder l'affaire à la une, mais désormais deux grandes questions. Que va-t-on faire de Soleillant? Sera-t-il condamné à mort? Et s'il est condamné à mort, sera-t-il exécuté? Mais avant même cette question, et de façon permanente, ce qui va occuper la première page de la plupart des journaux, c'est l'insécurité dans Paris. La presse qui, depuis une douzaine d'années, a découvert les dividendes fructueux qu'elle tire des noces de l'encre et du sang, comme a écrit Dominique Khalifa, et qui a mis le sang à la une. Et donc, il ne se passe pas un jour sans que dans tous les grands journaux qui font... il faut imaginer qu'il y a 4 journaux à l'époque à Paris qui tirent à plus d'1 million d'exemplaires. Il y a le Petit Parisien et le plus gros quotidien du monde entier avec 1 500 000 exemplaires. Et il ne se passe pas un jour sans que, à la une, il y ait la femme coupée en morceaux, la disparition, le crime abominable, etc. Les faits divers criminels connaissent en effet une grande explosion dans cette fin du XIXe siècle. La chose n'est pas vraiment neuve. On a connu dans les canards de la fin du XVIIIe ou du début du siècle, dans les feuilles volantes et les occasionnels, des récits très nombreux qui mettaient en scène des crimes atroces, des crimes abominables, avec des détails circonstanciés et du sang à la une. La chose donc n'est pas tout à fait neuve. Mais ce qui est nouveau dans le dernier tiers du XIXe siècle, c'est que d'abord le nombre de journaux à grand tirage, de feuilles populaires à bon marché se développe de façon extrêmement forte. À partir du Petit Journal en 1863, le nombre de feuilles va se multiplier. Une autre raison, c'est aussi que le ton et le contenu changent. Longtemps, on s'est contenté de relater l'horreur du crime, l'horreur de cette séquence sauvage du passage à l'acte. À compter du dernier tiers du siècle, une inflexion est très sensible qui voit finalement l'enquête prendre le pas. Et les journalistes se mettent à traquer la nouvelle, à traquer le détail oublié, anodin oublié par les policiers, à tenter effectivement d'apporter leur propre pièce au processus de l'investigation. Et cela effectivement contribue à faire enfler énormément la chronique criminelle. Cette ambiance très, très sécuritaire, en réalité, cette angoisse de la population, a d'autant plus de poids qu'elle est accrue, bien sûr, par le système parlementaire. C'est-à-dire que le monde politique, des députés, des sénateurs qui sont des élus, qui sont pressés par leurs électeurs de questions, pourquoi tant de crimes, que fait la police, que fait la justice, eh bien l'opinion est bouleversée, convaincue que le crime n'a jamais été aussi développé. Un certain nombre de phénomènes de société se conjuguent, la criminalité augmente de façon très inquiétante. Ces phénomènes y sont connus, c'est d'abord l'exode rural qui amène dans la capitale un certain nombre de personnes sans travail, qui doivent bien trouver un moyen de subsistance. C'est aussi l'alcool. L'alcoolisme prend des proportions hallucinantes, et notamment l'abus d'absinthe. Et puis on a également un phénomène de déracinement complet de ces populations. Et également, il faut bien le dire, le fait que peu de choses sont faites pour les aider. Les soupes populaires commencent à naître quelques années plus tard, mais on a bien affaire à des populations qui n'obtiennent aucun
soutien institutionnel, de quelque sorte que ce soit. Alors, tout cela ne suffit pas à expliquer l'augmentation énorme de cette criminalité, mais a pour conséquence de faire que l'habité devient un fait de société et un fait politique. Ajoutons que ce crime de Soleilhan, début de l'année 1907, tombe au plus mal, c'est le crime de trop. On découvre depuis un an, quelques mois, que des bandes, de véritables bandes, sont en train de mettre des régions entières au pillage. Ce sont les bandits d'Hasbrook dans le nord de la France, ce sont ceux qu'on appelle les chauffeurs de la Drôme, parce qu'ils chauffent les paysans dans les fermes isolées qu'ils attaquent dans la tradition du Moyen-Âge pour leur faire avouer où sont leurs économies. C'est une bande qu'on appelle la bande boucherie dans le sud-ouest. Les Français ont l'impression d'être retombés à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque des bandes d'écorcheurs, comme on disait, ou de routiers du XVIe siècle. L'opinion publique à l'époque est inquiète. Elle a raison de l'être. Parce que, venus des quartiers populaires de la capitale, Belleville, Ménilmontant, des véritables bandes de jeunes délinquants commencent à se répandre dans Paris, le jour et la nuit. Et face à ces bandes, qu'un journaliste appellera les Apaches, par référence aux Indiens d'Amérique, devenus populaires par les tournées de Buffalo Bill en Europe, des Indiens que l'on présente comme cruels, dénués de tout scrupule. Donc ces bandes d'Apaches se répandent dans des quartiers de la capitale qui jusque-là étaient préservés. Face à ces bandes, la police est totalement inefficace. D'abord parce qu'elle n'est pas en mesure de mettre des effectifs suffisants en place. Ensuite parce que ces effectifs ne sont pas formés, préparés à affronter des bandes armées. Et donc on s'aperçoit très vite que le nombre des crimes et des délits augmente, mais que le nombre des arrestations et le nombre des condamnations stagne. Et donc là, il y a tout un débat politique qui va s'engouffrer dans cette brèche d'un fait de société qui va prendre de plus en plus d'importance. On n'est pas dans le fantasme sécuritaire, mais on s'en approche. C'est dans ces conditions que se déroule le procès au palais de justice à Paris. Et le procès a lieu dans une curieuse atmosphère du 22 au 24 juillet. Alors, la foule des grands jours, on se presse pour voir le monstre Soleilhan. On est d'ailleurs déçu parce que ce personnage un peu fat, la moustache frisée au petit fer, disent les journaux, déçoit bien sûr le tout Paris qui a fait le déplacement. En revanche, le procès ne déçoit pas parce que la fin est digne d'un dénouement du Grand Guignol. Soleilhan est condamné à mort après une délibération relativement courte et à ce moment-là, sa femme qui jusqu'à présent avait joué le rôle d'une épouse fidèle, l'avait plutôt défendu, se déchaîne contre lui. C'est une scène énorme de comédie. Donnez-moi un couteau que je le tue moi-même, se lâche, ce dégoûtant personnage qui a déshonoré mon nom et le nom de l'enfant que nous avons. Pendant que l'instruction se déroule, le procès va avoir lieu au mois de juillet. Une question occupe le débat et notamment dans la presse de façon omniprésente, c'est si Soleilhan est condamné à mort, sera-t-il exécuté? Car en réalité, depuis 1906, la peine de mort est en débat. Elle l'est d'abord au Parlement, Sénat et Chambre des députés, parce que le gouvernement sarrien puis le gouvernement Clémenceau ont, fidèle à une proposition qui remonte au XIXe siècle, proposé l'abolition de la peine de mort. Elle est en débat également parce que depuis son élection, le président de la République qui s'appelle Armand Fallières, il a été élu en février 1906, gracie systématiquement tous les condamnés à mort. Le côté terrible, dramatique et absolument inacceptable de ce type de crime fait que aujourd'hui, comme hier, chaque fois qu'on est face à un événement comme celui-là, que l'enfant soit trouvé ou qu'il ait disparu, à chaque fois, on reparle de la peine de mort. L'affaire Soleilhan tombe à pic pour les adversaires de l'abolition de la peine de mort et pour tous ceux qui défendent l'idée d'une crise
de la répression en ce début du XXe siècle. L'affaire Soleillant donc tombe vraiment à pic pour venir dire on ne peut absolument pas abolir la peine de mort dans un contexte comme cela où l'on voit effectivement la peine de mort dans un contexte comme cela où l'on voit effectivement des ouvriers venir violer et tuer des petites filles et on multiplie les faits divers. Autour de cette question Soleillant, on va se développer véritablement une grande campagne. On va voir se multiplier d'abord des groupes de pression, des associations, des ligues de la sécurité publique, des associations de mères de famille qui vont brandir des photos de la petite Marthe, des entrepreneurs divers de morale qui vont utiliser cet événement pour multiplier les pressions politiques contre le gouvernement et la Chambre qui était prête de voter cette loi. Ignoble boucher de l'enfer, Et pourtant, à l'époque, il y en a bien d'autres des crimes absolument abominables. La tension générale, le problème général de la criminalité a besoin d'un symbole. Il a besoin d'un phénomène criminel qui va cristalliser toutes les inquiétudes de la population et sa volonté de réagir contre le phénomène criminel. Et Soleillant va être ce symbole. Aussitôt la condamnation à mort prononcée, la grande question dans la presse, c'est est-ce que à nouveau Fallières va abuser, comme on l'écrit à l'époque, de son droit de grâce? Et les reportages se multiplient. On va présenter par exemple Soleillant rêvant du bagne et on va présenter le bagne comme une sinécure. On voit un Soleillant assis sous des parasols et devant des cocotiers. Le 13 septembre, la nouvelle tombe. Soleillant, avec d'autres condamnés à mort d'ailleurs, est gracié. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose. La presse va se déchaîner dans une campagne comme on a peu idée. Et pendant plus d'un an, alors que le Parlement est saisi de cette proposition d'abolition de la peine de mort, alors qu'il existe une majorité au Parlement, on le sait, pour l'abolition de la peine de mort, on va avoir une campagne d'opinion comme on n'en a sans doute jamais vu. L'aspect le plus déterminant, c'est bien sûr lorsque le Petit Parisien, qui était le plus grand, le plus important, le plus fort tirage des journaux de cette époque, se lance de tout son poids dans la bataille en invitant ses lecteurs à donner leur avis, c'est-à-dire en organisant un grand référendum sur l'abolition, la pertinence d'abolir ou non la peine de mort dans le contexte de ce début du XXe siècle où les crimes semblent se multiplier de façon effroyable. Évidemment, les lecteurs, enfin en tout cas ceux qui prennent la plume pour écrire au Petit Parisien étaient d'actifs défenseurs de la peine de mort. Ils vont tous aller abonder dans ce sens-là, souvent en rajoutant sur les châtiments à infliger à ce monstre qu'était Soleillant. Et ce plébiscite national, évidemment, qui n'a aucune représentativité légale, mais qui avance lesté de tout le poids d'un immense organe d'opinion, fera reculer le gouvernement l'année suivante, après avoir temporisé un petit peu. Le gouvernement, et notamment le garde des Sceaux, Aristide Briand, qui était pourtant lui-même intimement convaincu de la nécessité d'abolir la peine de mort, devra se résoudre à abandonner le projet. On ne pouvait pas aller contre un tel battage, contre une telle effervescence médiatique, contre une telle pression des grands organes de presse. Bien, face à cette pression de l'opinion publique, face à ce désaveu qu'est le vote de la Chambre des députés, que va faire le président Fallières? Il craque, il lâche, il cède à l'opinion publique et au début 1909, janvier 1909, alors qu'il n'y a pas eu une seule exécution en France depuis 3 ans, coup sur coup, Deblair et son équipe de bourreaux et d'aides-bourreaux vont exécuter 7 personnes. Deblair et ses aides qui reviennent de ces exécutions en province sont accueillis par des foules enthousiastes qui crient « Vive Deblair, vive l'échafaud, vive la guillotine ». Dans les gares parisiennes, c'est la fête de la guillotine retrouvée. Comme le dira un député désabusé dans cette même année 1909, le crime d'un érotomane, il visait bien sûr Soleillant, avait complètement retourné l'opinion publique et les élus n'avaient pas eu le courage de s'opposer à ce qu'ils sentaient
comme l'opinion de leurs électeurs. L'opinion de leurs électeurs. Soleillant au bagne a été détesté des autres déportés, ne serait-ce que parce que c'est à cause de lui, prétend-on, que la peine de mort n'a pas été abolie. Et ça se passe très mal, il est en plus querelleur, dans une rixe il est blessé grièvement en 1912, il s'en remettra jamais complètement et il meurt en 1920 des suites d'une tuberculose mal soignée. Pour un policier, les affaires criminelles dont sont victimes les enfants sont toujours terribles. Terribles d'abord parce que dès le début, c'est-à-dire quand bien même on ne sait pas encore ce qui est arrivé à l'enfant, on est face à un drame. Il faut gérer les relations avec la famille, il faut gérer les tensions, les passions aussi qui peuvent se déchaîner après coup. Ça n'est jamais des affaires simples. Le côté terrible, dramatique et absolument inacceptable de ce type de crime fait que aujourd'hui, comme hier, chaque fois qu'on est face à un événement comme celui-là, que l'enfant soit trouvé ou qu'il ait disparu, à chaque fois, on reparle de la peine de mort. On voit bien autour d'une affaire comme celle-ci que dès 1907, mais même quelques années auparavant, sont en place les modes de fonctionnement médiatique avec lesquels nous continuons de fonctionner. La gestion de l'opinion par les médias, le duel, ou en tout cas les pressions entre monde médiatique et monde politique, la façon dont l'opinion publique est mobilisée, presque manipulée dans ce type, dans une affaire comme celle du Soleillant, nous montre bien effectivement combien nous sommes aux sources du fonctionnement de la médiatique de notre société. On a l'impression, et ça serait finalement la morale de cette histoire, que la presse a rétabli la peine de mort qui était en fait en train d'être abolie, et il faudra, comme vous le savez, attendre 75 ans, pratiquement jour pour jour, 1981, le projet de Robert Badinter pour que la peine de mort soit abolie en France. Plus jamais il n'y aura de débat sur la question au Parlement. C'est ainsi que le crime de Soleillant, à tout prendre, hélas, un crime banal, le meurtre d'une enfant, le viol d'une enfant, il y en a plusieurs par an à l'époque, le drame de la petite Marthe, qui ont fait basculer tout le débat sur la peine de mort en France.